Il peut sembler incongru de demander à un médiéviste d'ouvrir une rencontre qui se donne pour objectif de repenser le réalisme, qui plus est dans une perspective sociocritique. On attendrait ici plus naturellement un spécialiste de la littérature française du 19e siècle ou du roman anglais de la fin du 18e siècle, période au cours desquelles, semble-t-il, on a le plus clairement pensé, voire théorisé le réalisme. Pourtant, au-delà de l'amitié et de l'honneur que me font les organisateurs de ce symposium à travers cette invitation, ils ont fait preuve, du moins de mon point de vue de médiéviste, peut-être un peu biaisé, j'en conviens, d'une sagacité historique certaine, puisque le Moyen-Âge central est bien la période où le mot réalisme se répand pour la première fois dans le vocabulaire économique et juridique, au moment même où le concept s'installe au centre de la philosophie du langage. C'est aussi la période où se développe un autre rapport à la fiction, à travers des formes narratives nouvelles, dans un contexte linguistique et culturel marqué notamment par l'émergence des littératures en langue vernaculaire. Pourtant, pendant toute cette période, les langues européennes n'opposent pas encore la réalité à la fiction. Inconnu en latin classique, attesté pour la première fois au IVe siècle, le mot « réalis » ne se répand qu'à partir du XIIe siècle, d'abord avec un sens juridique, puis avec un sens philosophique. À la même époque, le mot « réel » se développe en ancien français, avec les mêmes sens qu'en latin, et avec ses dérivés « réellement »,« réalité » et « réaliste ». Mais ce vocabulaire est à cette époque, en français comme en latin, associé d'abord au monde économique, alors en pleine mutation, et au vocabulaire du droit. Le réalisme gagne parallèlement à la philosophie du langage, sans toutefois s'étendre jusqu'à la poétique, qui continue de penser les discours selon un schéma tripartite qui, si l'on en croit Sextus Empiricus, se trouvait déjà en Grèce chez Asclépiade de Myrlée au 1er siècle avant Jésus-Christ, dans la triade qu'il établissait en distinguant historia, récit de choses avérées, mythos, récit de choses fausses ou partiellement fausses, et plasma, récit inventé mais vraisemblable. Cicéron adoptera ce système dans le De Inventione en précisant qu'il y a 3 sortes de narrations définies par les rapports qu'elles entretiennent avec la vérité et le possible. Je traduis. La fable est un récit dans lequel se trouvent des choses qui ne sont ni vraies ni vraisemblables. L'histoire est le récit de hauts faits mais éloignés de notre époque. La démonstration, donc l'argumentum, est une chose inventée, mais qui pourrait cependant se produire. La typologie cicéronienne est relayée au Moyen-Âge par Quintilien, puis par Isidore de Séville, avant d'être reprise pratiquement à l'identique par les arts poétiques médiévaux, notamment chez Jean de Garlande et Geoffroy de Vinceau. Pendant toute cette période, et encore pratiquement jusqu'à ce que les romantiques opposent le réel à l'idéal, les mots réel, réalité ou réalisme ne servent pas à penser le discours. La typologie des récits repose plutôt sur les notions de vraisemblable et de possible, cette relation entre récit et vérité rendant forcément suspectes les formes qui s'en dégagent, telle la fable, pour relater des choses qui ne sont ni vraies ni vraisemblables. À travers cette réflexion sur les liens revendiqués entre le réel et le récit, dans la poétique ancienne et médiévale, se pose la question de la justification de la fiction. Dans la société des XIIe et XIIIe siècles, particulièrement en Europe du Nord, les discours économiques et philosophiques repensent la valeur du réel et, ce faisant, permettent d'affirmer le potentiel de vérité de formes qui, dans leur nom même, fable, fablio, assument le choix du récit de choses qui s'en éloignent. Ces fabulae qui, selon Isidore de Séville, sunque nec facte sunt nec fieri possunt quia contra naturam sunt, c'est-à-dire ne sont jamais produites et ne se produiront jamais parce qu'elles sont contre nature. Je voudrais présenter aujourd'hui des éléments de construction du discours sur les rapports entre réalité et fiction qui a permis l'émergence de formes narratives distinctes entre la fin du XIIe et le début du XIVe siècle, dans un contexte où l'on redéfinit ce que l'on appelle le réel en interrogeant avec vigueur la relation entre la vérité et le langage. Le fait de voir se multiplier des récits qui se désignent eux-mêmes comme fables ou fabliaux, avec ce que ces mots supposent d'écart par rapport à ce qui existe réellement, représente une rupture assez significative avec les canons de la poétique ancienne. On sait que pour Aristote, puisque le poète, exactement comme le peintre ou tout autre artiste figuratif, est celui qui fait une représentation, il représentera toujours et nécessairement l'un de ces 3 sujets, des sujets tels qu'ils ont existé ou existent réellement, ou tels qu'on dit ou qu'on croit qu'ils existent, ou bien tels qu'ils devraient exister. Dans ce contexte, les adunata, les impossibilités introduites dans la représentation se pensent et se justifient dans leur relation au vraisemblable. Il faut préférer ce qui est impossible mais vraisemblable à ce qui est possible mais pas crédible. De manière générale, toujours chez Aristote, ce qui est impossible doit être justifié eu égard aux besoins de la poésie, à un idéal ou à l'opinion. Eu égard à la poésie, ce qui est crédible, quoique impossible, est préférable à ce qui n'est pas crédible, quoique possible. La justification du poète
voire sa supériorité par rapport à l'historien ou même au philosophe de la nature, vient de sa capacité à étendre l'univers des possibles, à ce qui n'est pas advenu, mais qui pourrait néanmoins survenir, avec pour seule limite, chez Aristote, la frontière du vraisemblable, le réel du poète est plus grand que nature. L'invention a donc une place dans la représentation du réel, mais à l'aune du vraisemblable, voire de la vérité. Dès lors, le mythe est rejeté du côté du mensonge dans un processus de discrimination qui a bien cerné Marcel d'Étienne. On trouve d'ailleurs son équivalent latin, la fabula, dans un mot qui renvoie d'abord à la rumeur, à des propos dont la valeur de vérité reste incertaine et liée au bruit de la ville. Les fabulae urbis, ainsi Pline le Jeune termine sa lettre sur la mort et le testament du riche Domitius Tullus en concluant « Abes omnes fabulas urbis, nam sunt omnes fabulae Tullus ». De même, Horace déplorait que son amour furieux pour Inaca ait alimenté les ragots dans toute la ville, en per urbem fabula canta fui. Déjà, chez Cicéron, le sens tend à se restreindre pour désigner plus spécifiquement des récits inventés. Dans La République, il oppose clairement la fable aux faits, en ménageant la transition entre l'épisode de l'allaitement de Romulus et Rémus et la conquête d'Albe la Longue par une incise sans équivoque sur le passage du oui-dire au factuel. Utiam ad fabulis ad facta veniamus. Venons-en aux faits. Passons de la fable, venons-en aux faits. Dans le De Finibus, pour les distinguer des historiés, il qualifie les fabulés de ficte, adjectif qu'il utilise dans le même ouvrage pour caractériser les mythes anciens. Ficte veterum fabulae, relatant des amitiés exemplaires depuis Thésée jusqu'à Oreste. Il semble donc que déjà dans l'usage classique, le sens de fable ne désigne qu'assez rarement un propos de manière neutre. Il s'inscrit plutôt dans un système d'opposition de certains discours discrédités face aux récits fondés sur des faits avérés. Le lien entre la fable et la fiction est explicité par le fabuliste latin Phèdre, dont les premiers recueils de fables sont rédigés sous le principat de Tibère, entre 14 et 37 après Jésus-Christ, et qui se présentent d'emblée soucieux de prévenir les critiques qui s'en prendraient au caractère invraisemblable de récits où conversent arbres et animaux. Là encore, je traduis. Si quelqu'un veut chicaner car les arbres parlent en plus des animaux, je lui rappellerai que ces fables sont un jeu où tout est fiction. Mais l'aspect ludique assumé par le fabuliste latin n'en demeure pas moins justifié d'abord par la vocation moralisante du récit. Ce livre a deux qualités, car il provoque le rire et par ses bons conseils guide la vie du sage. Se perpétue ainsi la justification aristotélicienne de la fable ésopique qui, par la force de la comparaison, permet d'utiliser comme moyen de persuasion un récit inventé de toutes pièces et tout à fait invraisemblable puisque des animaux y parlent. On le trouve dans la rhétorique, cette justification de la fable de type ésopique. Ce genre reste néanmoins tout à fait marginal, ce dont témoigne la maigre tradition manuscrite qui ne compte que 3 manuscrits, un du Xe siècle, un fragment et une copie moderne d'un manuscrit disparu dans un incendie. Cet intérêt mitigé pour l'œuvre de Phèdre, corroborant le témoignage peu amène de Martial, qui parle dans ses épigrammes des badinages de cet impertinent de Phèdre, improbi iocos Phaedri. La tradition biblique recourt elle aussi à des apologues, du type de ceux que recommande Aristote dans sa rhétorique, les machalim, comme les arbres qui s'assemblent pour élire un roi, en Juge 9, 8, 15, ou le chardon ambitieux qui demande la fille du cèdre en mariage pour son fils, dans le deuxième livre des rois, 14, 9. Sans toujours prendre autant de liberté avec les lois de la nature, les paraboles viennent aussi en nombre important, une quarantaine, étayer le texte évangélique. Marc le reconnaît explicitement, immédiatement après avoir rapporté la parabole du grain de moutarde. Ainsi, Jésus donnait son enseignement en utilisant beaucoup de paraboles de ce genre. Il le donnait selon ce que ses auditeurs pouvaient comprendre. Il ne leur parlait pas sans utiliser des paraboles, mais quand il était avec ses disciples, il leur expliquait tout. Ces récits insérés qui ne se présentent pas comme une représentation de ce qui a été ou de ce qui pourrait être, mais bien comme un mode de comparaison pour illustrer des vérités supérieures, autrement difficilement concevables, un nombre important de paraboles servent précisément de point de comparaison au royaume de Dieu. Par ailleurs, on le voit dans l'exemple même du Christ, qui réserve des explications particulières à ses disciples, la parabole appelle une interprétation, une explication susceptible d'en révéler la valeur de vérité. En ce sens, la parabole n'est pas une simple fable, inventée pour le pur plaisir du divertissement. Elle est une façon d'aborder la complexité de réalités supérieures par le jeu des similitudes et des métaphores. La fable, qui n'aurait d'autre objet que de divertir, de détourner le chrétien de la piété, n'a pas de raison d'être.
Paul condamne sans embâge les fables ineptes et puériles, et ce, à plusieurs occasions. Pierre reconduit, lui, l'opposition entre la vérité des choses vues, l'Évangile, à la vanité de fables ingénieuses. Pour l'un comme pour l'autre, et en cela fidèle à la tradition aristotélicienne, les fictions qui n'ont aucun rapport avec le réel sont condamnables. Elles ne se justifient que si, à l'instar des paraboles évangéliques, comme des apologues aristotéliciens, elles peuvent se prêter à l'integumentum, au dévoilement de vérités cachées sous le couvert de la fiction. Dans ses Pre-exercitamina, le grammairien Priscien, 5e-6e siècle, reprend la question des rapports de la fiction, du vraisemblable et de la vérité, en renonçant au troisième terme, d'argumentum, pour justifier l'intérêt de la fabula à partir de sa capacité à dire des choses utiles à la vie. Je cite en traduction, « La fable est un discours fictif, exposant, à travers une disposition vraisemblable, l'apparence de la vérité. Et elle touche à ce qui est utile à la vie, et elle devient vraisemblable si les choses qui arrivent au personnage représenté sont rendues de telle façon que tout se tient. » La cohérence interne, ici, remplace avec l'externe. Pour l'auteur d'un des ouvrages fondateurs de la Renaissance carolingienne, Priscien, la fiction, au sens large, permet de donner à voir une image de la vérité et rejoint ainsi l'exégèse chrétienne qui invite à lire au-delà du sens littéral, mais elle demeure contrainte par les limites du vraisemblable. Quant à la fable de type ésopique ou libyenne, elle connaît une certaine fortune, d'abord comme base recommandée par Quintilien pour la pratique de la paraphrase, puis à travers des recueils comme ceux de Romulus, où la fiction plaisante se justifie par sa propension à susciter le rire et à aiguiser l'intelligence. Le genre connaît un essor particulier à partir du Xe siècle et s'affirme comme une forme particulièrement présente au XIIe et XIIIe siècle, alors que se multiplient les recueils indépendants de fables, d'abord en latin, puis rapidement en ancien français. La fiction impossible, irréaliste, d'animaux qui parlent, ne se limite plus aux récits insérés à valeur exemplaire au sein d'un discours plus vaste. Elle circule de manière indépendante à travers des livres-recueils qui lui sont consacrés. Bien qu'elle ne dépeignent pas la nature, les fables rendent la vérité de la nature humaine. Quand, vers 1189, Marie de France entreprend de traduire des fables que Ésopous écrit, l'étiquette générique est donc relativement précise. Que ce mot renvoie alors à une fiction de vérité est explicité au cœur même du recueil de Marie de France, avec la fable du lion et du paysan. Dans ce texte, où un paysan cherche à montrer sa supériorité à un lion, en montrant à l'animal la peinture d'un homme tuant un lion, représentation, le fauve conduit le paysan, lui, à la cour de l'empereur, où un baron est donné en pâture à un lion qui le dévore sur le champ, réellement dans la fiction. Par la suite, le paysan et le lion croisent un autre lion qui propose de tuer l'homme. Mais le premier lion, devenu le compagnon de voyage du vilain, s'y oppose fermement et, en lui sauvant la vie, insiste sur la vérité, la vérure, qui se révèle alors supérieure à la peinture née du génie humain. À travers la moralité, ce récit permet à Marie de reprendre le mot fable, mais cette fois dans le sens plus général de fiction. Par exemple, nous veut apprendre que nul ne doit ni entendre à fable qui est de mensonge, ni à peinture que semble songe. Ce est à craire dont homme vouait l'œuvre, que la vérité toute découvre. Pour Marie de France, la fable est un leurre si l'œuvre qu'elle donne à voir ou entendre ne fait pas l'objet d'un processus de découverte, conformément à la pratique de l'integumentum qui cherche à dévoiler les vérités cachées derrière les artifices de la fiction. Cette distinction entre le texte et la moralité se matérialise d'ailleurs dans presque tous les manuscrits qui marquent le passage à la moralité par une lettrine, par un pied de mouche ou même par une indication en toutes lettres du type moralité, moralité de la fable, voire précisément l'exemple. Je vous en donne ici quelques illustrations. C'est le cas notamment donc, dans un certain nombre de ces manuscrits où vous voyez un certain nombre d'exemples. Le paratexte de l'Isopée II de Paris, dans le manuscrit de Paris, BNF français 15-213, semble aller dans ce sens puisqu'il distingue fable et moralité à la fois dans la rubrique initiale et dans l'explicite finale. Dans l'Isopée de Chartres, l'épilogue assume clairement le statut de fable pour ces textes, tout en insistant sur leur orientation vers la vérité. Dagoubert voirait « Ce sont fables, mais j'ai bon témoin estable, toutes viennent à vérité ». Dans ce manuscrit, la moralité est là encore toujours séparée par une rubrique qui présente l'exemple de la fable, la sentence de la fable ou l'exposition de la fable. Le nom de la partie narrative restant parfaitement stable, toujours fable, alors que la moralité est présentée le plus souvent comme sentence, mais aussi comme exemple ou exposition.
L'Isopée 1 de Paris, Isopée Avionnais, utilise, comme l'Isopée de Lyon, la métaphore de la fleur, belle comme la fable, et du fruit, nourrissant comme la morale, pour justifier l'intérêt des maintes belles fables qu'il entreprend de compiler, l'un et l'autre envisageant d'ailleurs, à la différence des autres fabulistes, la possibilité de lire l'un sans l'autre, la fable sans la moralité, ce que certains manuscrits de l'Isopée 1 facilitent par leur mise en page qui distingue clairement la moralité à l'aide d'une rubrique moralitas ou la moralité. Cette fonction édifiante de la fiction se trouve aussi dans d'autres genres, notamment dans le fabliau, un genre qui revendique dans son nom un lien avec la fable et ce qu'elle suppose de mensonge ou à tout le moins d'arrangement avec la vérité. La vocation exemplaire du fabliau est patente dans la structure même du plus grand nombre d'entre eux, qui se conclut sur une morale. Par ailleurs, chez Jean Bodel lui-même, cette vocation exemplaire est affirmée, notamment dans Brunin, la vache au prêtre, à travers la formule, par exemple, dit si fabliau. Formule qui se trouve presque à l'identique avec le générique fable dans Gombert et les deux clercs, par exemple, cette fable dit pour l'exemple. Le fabliau s'inscrit donc dans le cadre de la définition de Priscien, un discours fictif exposant à travers une disposition vraisemblable l'apparence de la vérité et qui touche à ce qui est utile à la vie. L'emploi du suffixe à valeur diminutive, elle, pourrait s'expliquer par la matière de ce discours, qui repose volontiers sur des registres bas. Paradoxalement, la réception critique des fabliaux a longtemps ignoré ce que son nom supposait de lien assumé avec la fiction, pour en faire au contraire le genre réaliste par excellence du corpus médiéval. On ne compte plus les ouvrages des érudits, surtout allemands, qui ont fait des fabliaux des miroirs de la vie quotidienne. Encore en 2003, Daniel Alexandre Bidon et Marie-Thérèse Lorcin reconnaissaient la valeur documentaire des fabliaux. L'étude fondatrice de Joseph Bédy en 1893 notait déjà que, je cite, « le réalisme terre-à-terre, la conception gaie et ironique de la vie, tous ces traits distinctifs des fabliaux, dessinent aussi la physionomie des bourgeois ». Ici, un exemple donc, du texte de Daniel Alexandre Bidon et Marie-Thérèse Lorcin, donc 2003. Les choses changent un peu. Encore à la fin du XXe siècle, la tentation est grande, malgré de prudentes pétitions de principe, affirmant, je cite, que les fabliaux ne peuvent donner de l'époque où ils furent composés qu'une image déformée et partielle, ou, ici Philippe Ménard, que la littérature n'a jamais été une photographie exacte du réel, donc précaution qu'il met en tête du chapitre intitulé « Le fabliau, miroir du temps ». Donc, on continue de chercher la réalité de la société médiévale à travers ces récits brefs qui se désignent pourtant, pour une large part, comme de petites fables, donc de petits récits invraisemblables. En ancien français, le fabliau est pourtant plus naturellement associé au mensonge de la fiction qu'à la vérité de l'histoire. Ainsi, quand Henri Dandely clôt son éloge funèbre du chancelier de Notre-Dame, responsable de l'enseignement à l'Université de Paris, qui s'était distingué notamment en prenant le parti des étudiants lors de la Grande Grève de 1229, il insiste pour que, malgré les rapprochements auxquels la forme pouvait inviter, puisqu'il s'agit d'un texte bref en couplet d'octosyllabes, qu'il ne s'agit en aucun cas d'un fabliau. Pour ce qu'il est de vérité, ne l'appelez mieux flabelle. À la même époque, dans un recueil de vie de saints en français, un autre récit en couplet d'octosyllabes commençait déjà en opposant dans un même mouvement la fable et le fabliau au miracle marial qu'il se proposait de relater. En lieu de fable et de flabelle, or, un miracle moult belt de la très douce mère de Dieu. Dans le recueil qui allait contribuer à affirmer le miracle comme genre littéraire, les miracles de Notre-Dame, Gauthier de Coincy énumérait des formes poétiques et fictives, sons et sonnets, fables et feintes, en opposition directe aux vies de saints et de saintes, alors même jusqu'à qualifier de mécréants ceux qui mettaient en cause la réalité des miracles, alors même qu'ils se délectaient à la lecture du roman de Renard ou de la geste de Renoir au Grand Tinel. La vogue des fictions narratives entraîne une confusion, alimentée par les jongleurs entre le vrai et le faux. À la condamnation des attentes du public, un autre auteur de Miracle Mario, Jean le Marchand, ajoute le devoir du conteur qui doit se consacrer à édifier, en préférant, je cite, les contes profitables aux mensonges et aux fables. Jean le Marchand distingue ces récits des autres formes narratives par leur fonction, ils sont profitables, et surtout par leur nature véridique. Contrairement aux fables qui ont l'heure de plaire, les miracles qu'il a entrepris de rimoyer méritent d'être racontés et répétés dans la mesure où il s'agit d'une chose qui est sur vérité fondée, écrit-il. Les caractéristiques de ce genre différent s'établissent ainsi à la fois sur la nature du sujet et sur la hiérarchie de ses fonctions, entraînant un certain nombre de conséquences formelles qu'il contribue à définir. Par sa nature même, le miracle est d'abord pure vérité.
ce sur quoi insistent les auteurs, au risque même du pléonasme, comme le fait Adgar, autre auteur de Miracle Mario, en invitant son public à écouter la vraie vérure, la vérité vraie. Avant que Jean le Marchand, de vérité dire me vante, ou Gauthier de Coincy opposait déjà la vérité de ses récits au beau mentir de ceux qui disent soutilement de Renard, de Romère ou de Tardieu, le limaçon. La véritable opposition qui se met en place dans le découpage des formes narratives vernaculaires s'établit alors selon une ligne de démarcation fictif-non fictif, ou plus exactement fabuleux-véritable. Même un auteur de fabliaux, comme l'arageois Jean Bodel, reconnaît que la relation des fabliaux à la vérité est pour le moins élastique. À l'incipit du vilain de Bailleul, il interroge ce rapport à partir d'une structure hypothétique. Si fabliaux peut vérité estre, dont avint-il, ce dit mon maître, qu'un vilain à Bailleul manouait. La fragilité du syllogisme apparaît bien dans la construction qui met en relation la condition de vérité du genre et le lieu de résidence d'un vilain, le tout transitant par la parole d'autorité d'un maître. Le propos du fabliau vient encore renforcer cette mise en cause de la vérité du discours, puisque le récit est tout entier organisé autour du lien entre une expression et son rapport à la réalité. Un vilain dont la femme est, comme il arrive assez fréquemment dans l'univers du fabliau, la maîtresse du chapelain, rentre épuisé du travail et s'exclame devant sa femme qu'il meurt de faim. « Herme, j'ai telle faim que je meurs. » Herme, c'est le nom de la dame. « J'ai telle faim que je meurs. Fait-il son bouilli limaton. » Limaton, ce sont des espèces de gruaux, une purée, si vous voulez. Ce à quoi l'épouse infidèle répond en le prenant au pied de la lettre et en lui affirmant qu'il est bel et bien mourant, en insistant sur le fait qu'il n'a jamais si bien dit. « Mourrez, certes, si faitement, jamais plus voir dire honoré. Couchiez-vous tôt, car vous mourrez. Mais vous êtes mourant, c'est sûr. Jamais vous n'entendrez rien de plus vrai. Couchez-vous vite, car vous êtes mourant. » Après l'avoir mis au lit sous un linceul, lui avoir fermé les yeux et la bouche en déclarant « Frère, tu es mort », elle va chercher le prêtre, son amant, pour qu'il lui administre les derniers sacrements. Ne pouvant résister bien longtemps à leur pulsion, la dame et le prêtre se livrent à leurs ébats dès que le prêtre a lu quelques psaumes. Voyant le tout à travers son linceul, le vilain berné apostrophe le prêtre en lui disant que s'il n'était pas mort, il le battrait comme plâtre. Le fabliau expose clairement le problème de la vérité d'une proposition. Le plus voir dire que le vilain n'aura jamais dit, je meurs de faim, a beau correspondre à une réalité physique, la faim, l'hyperbole qui accompagne sa mise en discours met en cause sa valeur de vérité. Dans le même souffle, le récit pose le problème de la valeur accordée à la fonction performative d'une proposition. Frère, tu es mort, en insistant sur le fait que le pouvoir qu'on lui accorde dépend essentiellement de la foi qu'on lui prête. Telle est d'ailleurs la morale du fabliau, qui conclut en disant qu'on doit pour folle tenir celui qui mieux croit sa femme que lui. Par-delà l'attaque misogyne attendue, la conclusion oppose l'expérience personnelle du réel et la valeur de vérité accordée follement aux mots d'un autre. Ce rapport critique au récit de fiction, Jean Bodel le développe aussi dans le prologue du récit intitulé « Le convoiteux et l'envieux », puisqu'il présente le texte comme un deuxième temps dans sa carrière d'auteur de fabliaux. Donc, je vous dis la traduction. Messieurs, après avoir fabulé, je veux m'appliquer à dire vrai, car celui qui ne sait dire que des fables n'est pas un conteur digne de servir une haute cour s'il ne sait dire vrai ou mentir. Après le temps du fabloyer, voici venu le temps du voir dire, à côté du mentir. Le changement se fait sentir dans la forme, qui met en scène les deux figures allégoriques du convoiteux et de l'envieux, mais aussi dans la revendication d'un autre public présenté comme une haute cour. Dans ce cas-ci, il s'agit d'une cour urbaine opposée à la cour traditionnelle. On s'adresse vraisemblablement ici aux bourgeois d'Arras ou à la confrérie des jongleurs et des bourgeois d'Arras. Pour un poète qui a déjà à son actif des vers lyrico-narratifs, les pastourelles, et des contes à rire en vers, les fabliaux, la tierce mure, la troisième façon de conter qu'il propose, tombe à point pour celui qui compte passer à autre chose. Le jongleur semble revendiquer une certaine maturité dans l'art de conter, tout en exprimant sa volonté de renouveler la définition du courtois en l'adaptant à la réalité urbaine. Dans la deuxième moitié du siècle, un autre poète du domaine picard-wallon, Jacques de Bézieux, s'amuse aussi des équivoques du langage et du rapport problématique entre le discours et la réalité, dans un texte qui promet, dès les premiers vers, de substituer la vérité à la fiction, le voir à la fable. En lieu de fable, vous direz un voir, ainsi coi dire et. À la place d'une fable, je vous dirai une vérité,
tel que je l'ai entendu dire. Là encore, un des protagonistes est un prêtre, ici de la région d'Anvers, devenu l'un des hommes les plus riches de la région, qui, devenu hydropique, voit venir sa dernière heure et dresse un testament très détaillé. 2 frères prêcheurs de l'ordre mendiant des Dominicains se présentent chez le prêtre anversois dans l'espoir d'y faire bombance. Mais constatant l'état dans lequel ils se trouvent, ils y voient plutôt l'occasion pour leur couvent de bénéficier d'un lait important. Ils tentent de lui faire révoquer son testament en évoquant le salut de son âme, ce qui a pour conséquence d'irriter profondément le riche prélat, qui décide de leur promettre un Joël que moult amersuel et aime encore. Devant le maire, les échevins et les frères revenus le lendemain pour établir le codicille, le prêtre révèle la nature du don qu'il compte faire aux Jacobins. Donc, les 5 frères disent au prêtre, « Dites-nous ce que c'est, mon père. »« Bien volontiers, c'est ma vessie. Si vous la voyez bien nettoyée, elle vaudra davantage que le cuir de Cordoue et vous durera plus longtemps, tant et si bien que vous pourrez y mettre votre poivre et en faire votre poivrière. » La leçon que le prêtre du village donne aux frères parisiens s'inscrit dans le même registre que l'expression proverbiale qui circule à la même époque et qui invite à ne pas se laisser tromper par les apparences, précisément par ceux qui veulent, pour lanterne, vendre vessie. Que l'expression initiale, telle qu'elle s'installe spécifiquement en français médiéval, en italien, par exemple, on prend plutôt des lucioles pour des lanternes, alors qu'en espagnol, on confond le lard et la vitesse, en allemand, le X et le U, et en anglais, ces pauvres anglais, toujours, le Q et le coude. Donc, que l'expression initiale se fasse dans le registre du commerce, vendre vessie pour lanterne, et non dans celui de la perception, on a corrigé en prendre vessie pour lanterne, est significatif du contexte dans lequel la réflexion sur la fiction se développe, et qui correspond à ce que les historiens ont appelé la révolution commerciale du XIIIe siècle. Un long XIIIe siècle qui va des années 1160 aux années 1330, période parfaitement concomitante avec l'expansion de la fable et de ses dérivés vernaculaires. Le lien exploité entre autres par le fabliau de la vessie au prêtre, entre l'argent et les ordres mendiants, est d'ailleurs au cœur des discours qui accompagnent le développement d'une économie de profit, ce que le médiéviste américain Lester K. Little analysait déjà en 1978, dans un ouvrage qui s'intitulait Religious Poverty and the Profit Economy in Medieval Europe. Et ce lien a été étudié encore récemment en Italie par Giacomo Todeschini, et en France par Nicole Berrioux et Jacques Chiffolo, donc Économie et religion, l'expérience des ordres mendiants, 13e, 14e siècle, c'est un ouvrage de 2009. Jacques Le Goff, d'ailleurs, consacrait encore un chapitre d'un de ses tout derniers livres au rapport entre les ordres mendiants et l'argent. Parmi les particularités qui se répandent dans le discours entourant le financement des ordres mendiants, on note précisément la valorisation des dons pro mortuis. Donc les ordres mendiants, comme nos 2 personnages de 2015, cherchent les dons après la mort. On trouve une illustration particulièrement éloquente de ça dans l'ouvrage de Chiara Fugoni sur la construction de la chapelle d'Escovegni de Padoue avec les magnifiques fresques de Giotto qui sont financées de cette manière. C'est donc dans ce contexte juridique et notarial, le testament de notre prêtre, que le mot réel entre dans l'usage. On l'a dit, il ne s'oppose pas alors à fictif ou à imaginaire, mais bien à personnel, conformément à son étymon, qui renvoie à la chose, et déjà en latin au bien que l'on possède. À la fin du XIIIe siècle, plus précisément en 1283, Philippe de Beaumanoir le définit clairement dans le chapitre sur les demandes des coutumes du Beauvaisis. Donc on est ici dans une question testamentaire et on distingue les demandes personneus, ceux qui touchent la personne, ici comme convenance, achat, vente, vilenie, fait, obligation, et d'autres qui peuvent toucher les personnes. Les demandes réelles sont quand l'on demande héritage, si comme terre, bois, pré, vigne, cause, justice, seigneurie, four, moulin, maison, sens, rente et autres choses qui sont tenues pour héritage. Le fabliau est là pour rappeler que même en matière de dons réels, le lien entre le mot et la chose peut être problématique, puisque le joël, le joyau, le plus précieux, peut se révéler un organe associé aux besoins les plus primaires, synonyme par ailleurs d'objet sans valeur. En ancien français, l'expression « ne vous prisons une vessie », c'est « vous ne valez rien ». À la barbe des notaires qui ont la prétention de mettre le réel par écrit, de le coucher dans un testament, l'auteur de fiction, ici celui de la vessie au prêtre, rappelle qu'il s'agit là souvent d'un jeu de dupes. Ce n'est sans doute pas tout à fait un hasard si un autre fabliau, qui promet de dire en lieu de fable une aventure qui a 20, implique 2 changeurs, d'autres parfaits représentants des jeux avec le réel associés aux transformations économiques du long XIIIe siècle. Dans ce récit de 288 vers, composé vraisemblablement en Normandie dans la première moitié du XIIIe siècle, 2 changeurs jeunes et beaux sont amis depuis toujours et longtemps célibataires, précise le texte. Après le mariage de l'un d'eux, l'ami resté seul engage rapidement une liaison avec la nouvelle épouse de son compagnon.
Après avoir longuement gardé cette relation secrète, l'ami amant tente de convaincre sa maîtresse de coucher avec lui chez lui, tandis que son compagnon est resté seul à la table de change. Après avoir un peu résisté, la dame cède et dès qu'elle est nue dans son lit, il s'empresse de faire appeler son ami pour qu'il voie de ses propres yeux la beauté de sa maîtresse. En ne lui couvrant que le visage, il dévoile à son compagnon toutes les parties du corps de la dame, sans que le mari ne reconnaisse jamais sa propre femme, regrettant au contraire de s'être marié trop jeune. Pour se venger, l'épouse infidèle et bafouée invite à son tour son amant à la rejoindre, cette fois au domicile conjugal, tandis que le mari s'est absenté pour affaires. Elle invite son amant à prendre un bain avec elle, et dès qu'ils sont nus dans la baignoire, elle fait appeler son mari. Quand le mari entre, elle cache partiellement la cuve où se trouve toujours son amant, et fait croire au mari qu'elle se baigne avec une riche voisine, très laide, et lui demande de lui faire peur en faisant mine d'entrer avec elle dans la baignoire. Tandis que le mari se déshabille, l'ami amant est toujours dans la baignoire où lui frémissent tous les membres, précise le texte. Au moment où son compagnon a tout enlevé, jusqu'à ses brais, précise encore le narrateur, la dame feint d'avoir changé d'avis. Le mari se rhabille et retourne aussitôt à sa table de change, et l'amant est éconduit une fois pour toutes. Dans ce jeu de quiproquo, où les liens sont dangereusement serrés, et où le triangle amoureux, avec ce qu'il a de désir mimétique, est littéralement mis à nu, sans que jamais la vérité ne se dévoile complètement, le fabliau invite à se méfier des beaux parleurs qui peuvent vous donner le change, que ce soit par leur nature, féminine, ou par leur fonction, changeur. Car ce nouveau métier de changeur, à l'instar des vieilles attaques misogynes, se voit taxé de dire le faux et le vrai sans distinction et sans égard pour la réalité des choses, avec pour seul but le profit personnel. Ainsi, dans Galeran de Bretagne, roman du tournant des XIIe et XIIIe siècles, les changeurs sont clairement présentés comme ceux qui, entre vérité et mensonge, font voir des merveilles plus grandes encore que celles que permettent l'ivresse et le rêve. Ce sont les changeurs en tir qui devant eux ont leur monnaie. S'ils changent, s'ils comptent, s'ils nouent, s'ils disent c'est voué, c'est mensonge. On que ivre tant fut en songe, ne vit en dormant la merveille, que peut si voir qui veille. En lien direct avec la révolution commerciale des XIIe et XIIIe siècles, les sommes d'argent en circulation connaissent une croissance considérable et le rôle des changeurs se précise au moins à partir de 1178, alors qu'on les voit se doter de statues à Saint-Gilles et prendre une importance nouvelle tant dans les foires de Champagne, Provins, Troyes, Lagny, Bar-sur-Aube, on marquera au passage que ce sont des noms d'auteurs, que dans les villes, comme sur le Pont-au-Change à Paris ou face à l'église Sainte-Marie de Montpellier, qui devient, à partir de 1204, à cause des tables de changeurs, Notre-Dame des tables. Cette augmentation du numéraire entraîne la définition de statut de changeur et des marchands, mais elle a aussi pour conséquence immédiate de modifier considérablement les pratiques comptables. On voit notamment apparaître, à partir du XIIIe siècle, une dissociation entre monnaie réelle, c'est l'expression qu'on utilise, et monnaie de compte, qu'on appelle aussi monnaie imaginaire. Alors que la monnaie réelle est un moyen de paiement, la monnaie de compte sert à la mesure des valeurs. Elle se développe dans le vocabulaire de la monnaie, notamment par l'adjonction d'adjectifs comme parisis, tournoi ou esterling, qui servent à qualifier les lexèmes livre ou sou. La relation distendue entre monnaie réelle et monnaie de compte entraîne les premières grandes mutations monétaires, ces transformations ayant un impact non seulement dans le quotidien des gens de la première moitié du XIVe siècle, mais encore davantage dans le discours sur la monnaie, confronté à la disjonction entre la matérialité de la chose et sa valeur désormais de plus en plus fluctuante, au point que, dans le portrait que dresse Gilles Le Muysy dans les Méditations sur les États de son siècle, il note combien l'opacité des mutations monétaires fait des changeurs les héros du jour. Monnoyeurs et changeurs ont tort à l'aventure, car en monnaie les causes moult obscures, elles vont haut et bas, ne sait-on que faire, quand on couille de gagner, on trouve le contraire. De manière significative, cette disjonction s'exprime encore dans le vocabulaire d'un médiéviste du XXe siècle, un spécialiste de la monnaie d'ailleurs, qui au moment d'essayer de définir l'argent au Moyen Âge, c'est Albert Rigaudière, constate qu'elle est à cette époque, je le cite, à la fois réalité et fiction, et qu'à qui veut en donner une définition, elle se dérobe toujours. Toujours en lien direct avec les transformations des pratiques commerciales et comptables au tournant des XIIe et XIIIe siècles, il faut noter la révolution que constitue l'introduction du zéro, associée notamment à la popularité que rencontre le livre du Pisan Leonardo Fibonacci, le livre de la BAC, autour de 1201, qui présente aux marchands, aux changeurs et aux mathématiciens le système des chiffres arabes, y compris le zéro. L'idée de vide qui vient avec ce chiffre
contraire notamment à la Vulgate aristotélicienne, ne s'impose dans la théologie chrétienne qu'à la fin du XIIIe siècle. Il faut en effet attendre le 7 mars 1277 pour trouver, à travers les 219 thèses que condamne l'évêque de Paris, Étienne Tempier, la censure d'une thèse voulant que Dieu ne puisse pas créer du vide. Dieu ne pourrait pas mouvoir le ciel d'un mouvement rectiligne, et la raison est qu'il laisserait alors du vide. Donc l'évêque de Paris condamne cette thèse, en disant non, Dieu peut créer du vide s'il en a envie. La possibilité de penser la création du vide ne tient pas seule dans le discours de l'évêque. Elle arrive après un siècle de révolution commerciale et de nouvelles pratiques comptables qui ont montré que l'absence de réalité, au sens de bien matériel, n'empêche pas de mettre en écriture cette absence même. En brouillant ainsi les rapports entre la réalité et la fiction, un signe ou un mot qui ne renvoie à aucune réalité extérieure au système dans lequel ils s'inscrivent, le discours économique et social convergeait avec la redéfinition de la valeur de vérité qu'il est possible d'accorder à une fiction narrative. Ainsi, un autre auteur de fabliaux utilise une entrée en matière pratiquement identique à celle que l'on trouve à l'incipit du fabliau des deux changeurs. Pour ce que fabliau dit recueil, en lieu de fable dit veuille, une aventure qui est vraie. Une des particularités de cette entrée en matière est de distinguer la fable et le fabliau en associant clairement au fabliau une aventure qui est vraie. Or, la question de la vérité et du mensonge dans le discours est encore une fois au cœur de ce récit, où une femme, un peu gourmande, entreprend de cuire des perdrix pour son mari et pour le prêtre du village. En préparant le repas, l'épouse goûte les perdrix tant et si bien qu'au retour du mari, elle a tout dévoré. Faisant croire qu'elle les a couvertes pour les tenir chaudes, la gourmande demande à son mari d'aller affûter son couteau pour mieux découper la volaille, réduite à néant sans qu'il le sache. Dès l'arrivée du prêtre, alors qu'il embrasse son hôtesse, la dame l'incite aussitôt à fuir en lui disant que son mari aiguise son couteau afin de mieux l'émasculer. Effrayé, le prêtre prend les jambes à son cou, ce qui permet à l'épouse simulatrice de faire croire à son mari que leur hôte s'enfuit avec les perdrix. Le vilain se lance alors à la poursuite du prêtre, mais le prêtre réussit à lui échapper, et la gourmande évite ainsi de devoir dire la vérité. C'est d'ailleurs en toutes lettres la morale qui vient clore le récit. Par exemple, si Fabliau dit « Femme est faite pour décevoir, mensonge fait devenir voir, et voir fait devenir mensonge ». Elle transforme le mensonge en vérité et la vérité en mensonge. Entre l'incipit, qui promettait une aventure qui est vraie, et la conclusion, qui insiste sur les pouvoirs de transmutation qui viennent avec l'art de faire croire, qui permet de transformer la vérité en mensonge et le mensonge en vérité, ce fabliau qui souhaite se distinguer de la fable montre bien comment les frontières entre le vrai et le faux sont poreuses et qu'elles sont essentiellement affaires de discours, bien plus que de rapport à ce qui existe ou n'existe plus réellement. Le genre du fabliau, dont la période de rédaction est très limitée dans l'histoire des formes narratives et correspond tout à fait à la définition socio-économique du long XIIIe siècle, devient ainsi la forme par excellence non pas de la mise en scène réaliste des nouvelles façons de vivre bourgeoises, comme on l'a trop longtemps écrit à son sujet, mais au contraire de la mise en doute des vérités du discours, dans une sorte d'éloge amusé de la fiction triomphante. Un autre auteur qui commence encore son fabliau, autodésigné avec la promesse de dire « en lieu de fable, un voir », raconte l'histoire d'une jeune veuve qui mène grand deuil auprès du tombeau de son mari, qu'elle vient d'enterrer. Observé par un chevalier et son écuyer, ce dernier, l'écuyer, parie qu'il pourra la consoler. La gageure sur la possibilité pour la fanfaronnade de l'écuyer de s'avérer s'inscrit explicitement dans le texte comme un pari fait sur la valeur d'une fable. Je cite en traduisant, là plutôt, « Je gagerai, si vous voulez, pourvu que vous ne bougiez pas d'ici, que j'aurai bien peu à plaider, aussi affligée qu'elle paraisse, pour la baiser, si vous vous retirez dans un lieu où vous la verrez. Qu'as-tu dit, mécréant? Je crois que tu n'es pas chrétien ou que tu as le diable au corps pour avoir inventé une si grande fable. Est-ce fable? Je gagerais si j'osais gager contre vous. » Dans ce récit qui associait le voir, le vrai, et le fabliau, en opposition à la fable de l'écuyer est pourtant bien ce qui s'avérera. En effet, l'écuyer fait croire à la veuve éplorée qu'il est veuf lui aussi, et que son deuil est d'autant plus pénible qu'il est lui-même responsable de la mort de son épouse. Effrayée et curieuse, la jeune veuve demande ce qui s'est produit, et l'écuyer lui répond que c'est en foutant qu'il l'aurait conduite de vie à trépas. Aussitôt, la veuve sèche ses larmes, s'offre à l'écuyer en lui disant qu'il peut lui faire ce qu'il a fait à sa femme, puisqu'elle-même, de toute façon, souhaiterait être morte. « Mon bon monsieur, viens ici et délivre ce monde de ma personne, et tue-moi, efforce-toi et applique-toi,
Et fais-moi, si tu peux, pire que ce que tu as fait à ta femme, que tu dis avoir tué, à force de la baiser. » Alors elle se laisse tomber à la renverse, comme si elle avait perdu conscience. Et celui-là, il a levé sa robe et lui a fourré sa bite au cou. Déçue de la performance du jeune homme, elle lui demande s'il croit vraiment que sa petite performance aurait pu la tuer. « Comment veux-tu me tuer? Comment? » fait la dame en me baisant ainsi. Bien vite consolée, la veuve foutue sur la fosse de son mari est bien sûr une autre illustration de la supposée inconstance des femmes. Mais dans le contexte d'un texte qui joue pour se désigner de l'ambiguïté entre fable et fabliau et de leur relation problématique à la vérité, question qui est relayée au cœur même du récit avec le pari de faire advenir la fable, la gageure autour de la fable, l'anecdote misogyne et grivoise prend aussi une dimension métadiscursive. Avec ces quelques exemples de fabliaux qui promettaient de dire autre chose qu'une fable, ces récits brefs se révèlent bien plus que des contes à rire, de véritables laboratoires où se pense et se met en récit la relation complexe entre la réalité et la fiction. Enjeu majeur du discours social au XIIIe siècle, la redéfinition du lien entre le réel et le langage gagne, dans la forme du fabliau, un genre narratif neuf, à la marge de la fable, pour explorer d'autres définitions de la fiction et de son rapport à la vérité. Un dernier exemple, particulièrement éloquent, me semble-t-il, se trouve dans le fabliau du prêtre qui abeuvette, le prêtre qui observe, le prêtre voyeur, attribué à un certain Garin. Là encore, un prêtre est l'amant de la femme d'un vilain. Un jour, il se bute à la porte fermée de sa maîtresse, il observe par un petit trou et voit le couple attablé. À travers la porte fermée, il demande ce qu'ils sont en train de faire. Au mari qui répond qu'ils sont en train de manger, le prêtre répond « Vous mangez? Vous mentez. Il me semble que vous baisez. »« Taisez-vous, monsieur, nous ne le faisons pas, c'est la vérité, nous mangeons, vous pouviez bien le voir. » Le prêtre dit « Je n'ai aucun doute, vous baisez, car je le vois bien. » Devant l'incrédulité du mari, le prêtre l'invite à prendre sa place derrière la porte. Pendant ce temps, vous avez deviné, il prend la dame. S'il y a fait, il sait le cause que femme aime sur toute chose, lui vit il y a au combouté. Tout en répondant aux cris de protestation du mari, qu'il voit bien, il répond qu'ils sont en train de manger. Par le cœur de Dieu, on dirait une fable, ce semble fable, dit le vilain. Je ne l'aurais jamais cru, si je ne venais de vous entendre dire que vous ne baisiez pas ma femme. Certainement pas, monsieur, taisez-vous par mon âme, c'est également ce qui m'a semblé tout à l'heure. Le vilain lui dit, je vous crois bien. Là encore, la fable est en cause dans un texte où le discours finit par prendre corps, littéralement, dans la réalité, et où la crédulité de celui qui porte foi au discours plus qu'à sa propre expérience est tournée en ridicule. Le texte, qui se présente encore une fois comme une déclinaison de la fable, ici un flabelle courtois et petit, donne à la fois une illustration de la puissance de celui qui maîtrise le discours potentiellement mensonger, la fable, et une mise en garde à l'attention de ceux qui seraient tentés de donner davantage de crédit au texte de fiction qu'à l'expérience du réel. En cela, les fabliaux, par leur nom d'abord, mais surtout par leurs propos, sont des lieux d'exploration particulièrement riches pour un siècle qui est plus que jamais confronté à une redéfinition du réel dans plusieurs sphères du discours social, philosophique, économique. La courte période de leur production, entre 1160 et 1340, correspond parfaitement à la période que les historiens de l'économie ont appelée la révolution commerciale du long XIIIe siècle. Elle correspond aussi à un mouvement de rupture avec la tradition aristotélicienne, relayée par Cicéron, qui se méfiait de ces fables relatant des choses qui ne sont ni vraies ni vraisemblables. La justification de la fable, à la suite de Priscien, par sa capacité à dire des choses utiles à la vie, contribue à valoriser le genre de la fable animalière qui gagne alors en importance, d'abord en latin, puis, peu après l'an 1000, autour des recueils attribués à Romulus et Avianus, avant les recueils français du XIIe siècle. Dans tous ces cas, la fiction est en rupture assumée avec la réalité, puisqu'il s'agit d'animaux qui parlent, mais reste néanmoins tributaire d'une moralité qui vient la justifier et qui se matérialise souvent très clairement dans la mise en page des textes. En proposant des textes qui se désignent eux-mêmes comme fabliaux, des petites fables certes, mais qui revendiquent souvent de dévoiler la vérité autrement que la fable, dire un voir en lieu de fable, les auteurs qui inventent ce genre neuf interrogent explicitement dans le corps même de la diégèse, mais plus encore dans leur procédé de mise en forme, les rapports complexes entre la vérité du discours et l'expérience du réel. Ils le font en écho à ce qui se joue parallèlement dans le monde économique et juridique, où l'on définit le réel à partir des biens matériels, tout en dématérialisant la monnaie dans la comptabilité, qui fait désormais aussi place à l'écriture de ce qui n'est pas, avec l'introduction du zéro. Dans cet univers où le réel fait de la place au vide,
et où la vérité se pense à l'intérieur d'un système où tout se tient, plutôt que dans une relation mimétique avec une réalité extérieure, les clercs s'émerveillent volontiers du pouvoir qu'il est donné de faire apparaître ce qui a les apparences de la vérité. Le témoignage le plus marquant à cet égard est peut-être celui d'Alain de Lille, théologien du tournant des XIIe et XIIIe siècles, qui s'extasie dans son Anti-Claudianus sur les peintures qui représentent le génie humain sur les murs du palais de nature. En traduction, « Ô miracle de la peinture, qui fait exister ce qui ne peut pas exister. » Et la peinture, Saint Jean le Vrai, s'amusant avec un art neuf, transforme l'ombre des choses en choses et transforme chaque mensonge en vérité. Alors même que l'université débat plus que jamais du lien entre le mot et la chose dans la querelle entre réalistes et nominalistes, allant jusqu'à nier avec Rosselin de Compiègne et ses émules tout lien préexistant entre le mot et la réalité, ou à affirmer au contraire avec les réistes que les concepts ne sont pas que des mots mais qu'ils ont bien un fondement dans la réalité, les auteurs choisissent la langue commune pour distendre au maximum le lien entre les mots et la chose et penser autrement ce que l'on nomme réalité. Au moment où Abélard développe sa thèse intermédiaire qui pose que l'universalité est de l'ordre du langage, la fiction se développe de manière indépendante dans le système d'une langue qui ne relève pas encore de la grammatica et propose des récits sans lien avec la vérité de l'histoire, mais où ce qui est vrai est ce qui semble vrai, gagnant rapidement la faveur du public. Un historien de la fin du XIIe siècle, Benoît de Sainte-Maure, s'inquiète d'avoir été trop long, ce qui est mon cas, et d'avoir ennuyé des lecteurs qui, au n'ayant veulent entendre, mieux qu'au bon fait n'apprendre. Le regret pour la faveur que le public accorde au n'ayant, au rien, au néant, le vide à la base de la fiction, au détriment des bons faits, les réalités avérées à la base de l'histoire, s'exprime en d'autres termes chez un autre historien de la cour d'Henri II Plantagenet, Denis Pyramousse, qui s'en prend, lui, à un auteur et à un genre en particulier, Dame Marie, qui en rime fit et bâtit, et compassa les vers de lait que ne sont pas del tout vrais, pour regretter, là encore, que cette forme vaine trouve une audience auprès de la cour. Cette autre forme narrative brève, qui se développe sensiblement dans la même période que les fabliaux, repose, elle, sur un rapport encore plus particulier à la réalité, puisqu'elle retrace de vieilles histoires bretonnes où abondent fées, loups-garous et autres personnages enfantomés. Mais là encore, comme pour les fabliaux, ce genre connaît une période de production très limitée dans le temps, entre 1160 et 1250 environ, correspondant une fois de plus à cette période de l'histoire européenne où la réflexion sur le statut de la réalité s'inscrit dans plusieurs sphères de la société, du marché à l'université. Or, si ces formes narratives, qui ont été des lieux d'expérimentation privilégiés du rapport entre réalité et fiction, n'ont survécu du Moyen-Âge qu'à titre de vestige, il est une forme qui, s'appropriant même le nom de la langue populaire opposée au latin, le roman, conquiert pendant la même période un statut générique dominant et s'affirme à la fin de cette période comme le lieu où triomphe la fiction. L'exemple le plus probant de cet éloge de la fiction contre les rigueurs de l'histoire se trouve dès la fin du XIIIe siècle dans le roman de Clarisse et Larisse. Dans son prologue, l'auteur évoque les temps troublés qui sont les siens et qui ont vu la perte de Constantinople et la chute d'Antioche. Dans ce contexte, il note que chacun peut constater la vérité des événements historiques et que la matière ne manquerait pas à celui qui voudrait raconter comment la guerre d'heure en heure se poursuit et se poursuivra. Après cette allusion à peine voilée à la structure chronologique du discours historique qui recoupe incidemment l'incipit du roman de Brut, l'auteur évoque encore de manière allusive la dichotomie idéologique limpide entre chansons de geste pour mieux s'en dissocier. Sa prise de position est d'autant plus singulière dans l'économie des genres narratifs qu'il pose très nettement son projet dans une sphère qui n'est pas celle du voir-dire. Lui, il revendique le mensonge. L'y voir dire ne m'est pas sain, car en voir dire martyr se rouer non pas sain, car en voir dire apertement n'a fort tristesse et tourment, de ceux qui hors sont maintenant ne puis faire compte avenant. Si je veuille dire vérité, pour ce me vient en volonté de dire qu'on ne m'en reprenne des aventures de Bretagne. Les aventures de Bretagne s'opposent à l'actualité, à la réalité contemporaine, mais surtout au discours de vérité qui tourmente celui qui s'y engage au point d'en faire un martyr. Plus encore peut-être par parenté étymologique, les aventures ont pour elles d'être avenantes, c'est-à-dire plaisantes, charmantes, ce que ne saurait être, selon le romancier, un récit qui repose sur la volonté de dire vrai. Le plaisir du texte s'invente donc clairement à l'écart des soubresauts de l'histoire, dans l'univers rassurant des aventures fabuleuses venues d'un autre temps. Avec le roman, le Moyen-Âge invente une autre réalité qui répond à celle, bien matérielle, qui gagne alors un univers où marchands et changeurs prennent sur eux de définir le réel. Et ils le font en roman, dans des langues où parler
ne vient plus du latin loquor, rejeté avec ses subtilités de verbes déponents, au profit des verbes plutôt associés aux circonvolutions du langage, voire aux mensonges, parabolare, qui donne parler en français ou parlare en italien, fabulare, qui donne falar en portugais ou hablar en espagnol. Ainsi, dès l'apparition de la forme, dans des langues où parler, c'est forcément mentir un peu, et quelques siècles avant ce symposium, les romanciers du Moyen Âge ont bien été des précurseurs dans la grande entreprise de repenser le réalisme. Je vous remercie.